Bonjour, vous assistez à une nouvelle séance du séminaire qui accompagne mon cours de cette année sur les politiques migratoires. Et je suis très heureux cet après-midi d'accueillir Camille Gourdeau et Myriam Paris. Camille Gourdeau et Myriam Paris font partie de cette jeune génération de chercheuses, allez, je vais livrer un secret, de jeunes quadragénaires qui poussent les personnes des générations du dessus en investiguant des thèmes nouveaux, en les traitant d'une nouvelle manière. Et je crois que c'est très important d'être à leur écoute, de les écouter attentivement et de se laisser emporter et secouer par leurs travaux. Camille Gourdeau, vous êtes chercheuse donc à l'URMIS, qui est une des principales unités de recherche du CNRS sur les migrations, et vous êtes intéressé aux politiques migratoires de façon générale. Vous avez travaillé sur toute une série de sujets concernant l'immigration, c'est vraiment très vaste, mais je pense que vous allez aujourd'hui nous parler de questions un peu plus théoriques que d'habitude. Vous allez en fait nous montrer à quel point les recherches empiriques que vous avez accomplies peuvent être portées par une réflexion plus générale sur l'articulation entre migration et racisme. Et Myriam Paris, vous êtes réunionnaise. C'est une région qui est fascinante, que j'aime beaucoup, où il s'est passé des quantités de choses. Et en particulier, cette région a subi pendant un certain nombre d'années la politique démographique de Michel Debré, qui est un personnage qui a joué un grand rôle avec son père, le professeur Robert Debré, dans la conception des politiques migratoires. Il avait l'idée que les trop-pleins démographiques de l'outre-mer devaient se déverser dans le désert français, et alors que d'habitude c'est la théorie suppose que tout ça s'opère mécaniquement, lui il a voulu accélérer le phénomène et le piloter en quelque sorte. Mais vous, ce qui vous a intéressé, c'est comment les femmes ont réagi à cette affaire et comment une association réunionnaise, dès le lendemain de la guerre, s'est mobilisée contre ce genre de politique, et c'est là-dessus qu'a porté votre thèse. Alors nous allons vous écouter toutes les deux avec beaucoup d'intérêt, en commençant par Camille Gourdeau. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ce séminaire. Donc, je suis donc Camille Gourdeau. J'ai réalisé une thèse sur la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants, et plus particulièrement sur le contrat d'accueil et d'intégration, qui est devenu le contrat d'intégration républicaine. Et puis, je mène depuis des recherches autour des mobilisations en faveur de l'accueil des migrants, et notamment une recherche à Ouistreham, dans le Calvados, où des habitants se mobilisent en soutien aux exilés qui sont bloqués à la frontière anglo-normande, franco-britannique. Et puis, il y a une autre partie de mon travail, effectivement, qui concerne les questions de racisme institutionnel, et c'est plutôt sur ce domaine-là, cet aspect-là de mon travail que je vais intervenir. Donc voilà, une présentation qui explore les liens entre politique migratoire et racisme, et qui sera organisée en 3 temps. D'abord, sur les liaisons entre, d'une part, les luttes de l'immigration et le racisme, et d'autre part, les mouvements antiracistes et les politiques migratoires. On peut voir différents domaines, différents côtés de la facette. Puis, un rapide état des lieux des articulations entre le champ des études sur la migration et celui sur le racisme. Et puis, enfin, une proposition d'analyse de ces liens entre politique migratoire et racisme autour de ce que, avec mon collègue Xavier Dunisa et moi, avons appelé la racisation du fait migratoire. J'y reviendrai, j'expliciterai. Peut-être vous dire que cette réflexion, elle prend sa source d'une part autour de mes travaux autour de la politique d'accueil et de la mise en œuvre du contrat d'accueil et d'intégration, par ceux menés par Frédéric Cornuau et Xavier Dunisa dans les années 2000, et notamment l'article « Faire figure d'immigré » qui est dans la bibliographie que je vous montrerai tout à l'heure, et puis par ceux que nous conduisions avec Xavier Dunisa sur le racisme institutionnel,
et sur la racisation institutionnelle du fait migratoire. Peut-être en prélude, pour commencer, des précisions de vocabulaire. Je vais notamment utiliser le mot race. Alors, je ne peux pas ici vous montrer les guillemets de manière systématique, mais en tout cas, préciser que quand j'emploie le mot race, je me réfère à une catégorie sociale. Voilà, la race n'est pas une catégorie biologique, elle procède d'une construction sociale et c'est dans ce sens-là que je l'utiliserai. Je vais aussi parler de racisation. En quelques mots, le concept de racisation, il vient de Colette Guillaumin et de son ouvrage L'idéologie raciste qui est paru en 1972. Il désigne une assignation qui entraîne des discriminations, des préjugés et des inégalités. Ça renvoie donc à une construction sociale et politique. La racisation est donc un processus social de catégorisation. Les groupes raciaux sont produits, reproduits et transformés au cours des interactions politiques et sociales, pour reprendre les termes de Véronique de Ruder. Et puis, dernier terme, personne racisée. Qu'est-ce qu'on entend par personne racisée? Alors, ça a d'abord été un outil du champ universitaire et le mot a été repris par les milieux militants. Les personnes qui se disent racisées dénoncent les discriminations qu'elles subissent et les inégalités d'accès à certaines ressources comme le travail, le logement, l'université. Il renvoie à une identité politique fondée sur une expérience partagée de la discrimination qui n'implique pas forcément une communauté d'origine, de couleur ou de culture. Voilà pour ces précautions de vocabulaire. Je vais commencer la première partie sur les luttes de l'immigration et les mouvements antiracistes. Voilà, pour cette partie, je vais procéder de façon chronologique et un peu par touche impressionniste. Je précise que je n'ai pas travaillé spécifiquement sur l'histoire de ces mobilisations, donc je vous partage ici plutôt une proposition d'exploration. Alors d'abord, j'ai d'abord regardé du côté des luttes de l'immigration et plus précisément de la dénonciation du racisme par les immigrés ou leurs descendants. Donc voilà, j'ai retenu un peu des points, des moments un peu phares et documentés. Donc, on aurait par exemple en 1973 la grève contre le racisme qui est portée par le MTA. Le MTA, c'est le mouvement des travailleurs arabes, qui est un mouvement fondé en 1972 et qui est composé d'étudiants et d'ouvriers immigrés venant de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et du Liban. C'est l'une des premières tentatives autonomes d'organiser les immigrés autour de leurs conditions sociales en France. Parmi les préoccupations des immigrés maghrébins en France, le racisme occupe une place centrale. Suite aux agressions racistes qui s'aggravent durant l'été 1973, et notamment dans le sud de la France, le MTA déclenche début septembre à Marseille la grève générale contre le racisme. Le 3 septembre, près de 30 000 ouvriers de la région marseillaise cessent le travail. Et grâce à la mobilisation de tous les comités locaux du MTA, les grèves contre le racisme se propagent à travers toute la France, à Toulon, à Paris, à Toulouse, à Mulhouse. Donc, si on s'intéresse ensuite aux luttes portées par le mouvement des jeunes immigrés des années 1980, on a en 1983 la marche pour l'égalité et contre le racisme. En fait, depuis le début des années 80, on constate une recrudescence des agressions et crimes racistes, ainsi que des déviances et violences policières. L'égalité de traitement par la police et la justice fait partie des revendications des acteurs de la marche de 1983. Ainsi, la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, comme l'indique son appel, est centrée sur l'égalité dans le droit à la vie et cherche à rassembler le plus largement possible les habitants de France pour faire naître une volonté de construire une nation plurielle et solidaire. Je cite l'appel. Ensuite, plus récemment et parfois de manière parallèle et parfois en alliance, on le verra tout à l'heure, on a à la fois des collectifs formés depuis 2005 constitués de minoritaires racisés, selon la formule de Pauline Picot,
qui a réalisé une enquête de terrain auprès de plusieurs associations ou collectifs antiracistes d'Île-de-France. Ces collectifs dénoncent le racisme systémique, le racisme institutionnel, en visant notamment la police et l'école. Ils insistent également sur le caractère indissociablement raciste et colonial de l'État. Et puis, il y a également des mobilisations de sans-papiers. Alors, voilà, on a vu récemment qu'il y avait un mouvement important autour de la marche des solidarités et des sans-papiers, mais on pourrait aussi mentionner le collectif des Gilets noirs, dont l'occupation du Panthéon en juillet 2019 a été médiatisée. Ce collectif, il naît en novembre 2018 et le mouvement des Gilets noirs rassemble principalement des résidents des foyers, je cite, qui luttent contre le racisme et pour des papiers pour tous et toutes. Si maintenant on regarde d'un autre côté de la facette, par exemple celui des associations de solidarité avec les étrangers, qui luttent contre les politiques migratoires. Par exemple, la CIMAD, le GISTI c'est le groupe d'intervention et de soutien des immigrés, ou la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Est-ce que ces associations de solidarité avec les étrangers interviennent sur les questions de racisme? Un travail d'analyse systématique serait à faire, mais à première vue, on a des positions assez contrastées entre la CIMAD, qui mobilise peu le registre lié au racisme, et la FASTI, qui défend l'égalité des droits et dont l'antiracisme fait partie des mots d'ordre. Si on regarde encore d'un autre côté de la facette, cette fois-ci du côté des associations antiracistes historiques, comme la LICRA, la LDH, le MRAP ou SOS Racisme. Est-ce que ces associations antiracistes interviennent sur les questions liées à l'immigration? Est-ce qu'elles portent des revendications en termes de politique migratoire? Là aussi, il y aurait un travail approfondi à faire, à la fois sur les prises de position actuelles, mais aussi un travail historique pour voir comment cela a pu évoluer au fil du temps. Mais à première vue, il y a peu de prise de position par ces associations sur les politiques migratoires. Mais là aussi, il existe des positions contrastées puisque, par exemple, la LDH intervient sur la question du respect des droits fondamentaux et notamment sur le droit des étrangers. Enfin, et pour terminer voilà, sur cette cartographie, il existe des tentatives de lien, d'articulation entre les luttes de l'immigration et les luttes antiracistes. Par exemple, la marche des solidarités en 2018, c'est la première marche appelée la marche des solidarités. Elle est appelée à la fois par des collectifs des familles de victimes de violences policières, des collectifs de sans-papiers et migrants et des résidents de foyers de travailleurs étrangers. Voilà pour ce panorama, il y aurait vraiment matière à approfondir ces relations et autour de ces questions. Deuxième point, alors j'ai fait une bibliographie par partie, voilà, qui n'est pas une biographie exhaustive, mais pour donner quelques ouvrages de référence. Deuxième point, sur la sociologie de l'immigration, la sociologie du racisme, voilà, j'ai appelé une jonction à approfondir. Le fait migratoire relève d'une sociologie des migrations qui ne mobilise pas toujours la sociologie du racisme ou des relations interethniques. Si, selon Étienne Balibar, la catégorie d'immigration fonctionne comme un substitut de la notion de race, ou si, pour Nicolas De Genova, la figure du migrant est toujours racialisée, les relations entre racisme et migration constituent le plus souvent un point aveugle théorique, selon De Ruder, Wursch et Poiré. Il y aurait d'un côté les études sur l'immigration et de l'autre les travaux sur le racisme. Du côté de la sociologie des migrations, quelques travaux, comme ceux d'Andrea Rea, ont montré que la politique de sécurisation des frontières au niveau européen alimente le racisme ordinaire, ou que l'État ou les institutions européennes, par les politiques d'immigration qu'ils adoptent, sont à l'origine de la hiérarchisation des personnes. Toutefois, selon De Ruder, Wursch et Poiré, la sociologie des migrations
aurait tendance, je cite, à réduire le racisme à une idéologie extérieure à l'interaction sociale ou ayant une simple fonction de justification des pratiques d'exploitation ou de domination. Donc à la fois quelque chose qui serait une idéologie extérieure ou une notion qu'on amènerait autour des questions d'exploitation et de domination. En fait, il rappelle, en s'appuyant sur Guillaumin, que le racisme est bien un rapport social qui nécessite d'être analysé en termes de processus de racisation, de formation de la perception de l'autre, de production et de reproduction de rapports de domination économiques, sociaux, politiques et symboliques. Donc rentre dedans la question de l'immigration et la figure des migrants. Peut-être encore un autre champ d'étude, voilà, à voir comment ça dialogue avec la sociologie de l'immigration et du racisme, c'est le champ de l'articulation des rapports sociaux de sexe, de race et de classe qui fait depuis une bonne dizaine d'années en France l'objet d'un intérêt soutenu, mais peu de travaux ont, à ma connaissance, approfondi le rapport entre migration et rapports sociaux de race, même si certains chercheurs ont toutefois intégré le phénomène migratoire aux rapports sociaux de race. Francesca Scrinzi, par exemple, indique que la notion de race rend compte des processus d'altérisation qui affectent les migrants et les migrantes des pays du Sud et leurs descendants et désigne le résultat d'un travail symbolique de sélection, hyperexposition et naturalisation de traits physiques ou d'habitudes, de styles de vie et de traits culturels divers, religieux, linguistiques, qui s'inscrivent dans le cadre de rapports de domination qui sont historiquement situés et largement liés aux histoires coloniales. Donc c'est l'article de 2008 qui est en bibliographie. Ainsi, les relations entre les 2 ou 3 domaines de recherche distincts, le champ des études sur l'immigration, celui sur le racisme et celui sur les rapports sociaux de race, constituent un programme de recherche en tant que tel. Faut-il mobiliser les rapports sociaux de race pour étudier l'immigration ? Certaines catégories d'analyse en lien, par exemple, avec la nationalité, le statut légal ou le postcolonial, méritent-elles d'être réinterrogées à la lumière de la littérature sur les rapports sociaux de race ? La sociologie de l'immigration doit-elle intégrer les apports de la sociologie du racisme à ses analyses, ou faut-il conserver l'autonomie relative de la sociologie de l'immigration et de la sociologie du racisme ? Pour explorer ces articulations entre politique migratoire et racisme, nous avons, avec mon collègue Xavier Dunza, proposé l'hypothèse de la racisation institutionnelle du fait migratoire. En effet, en examinant les processus de catégorisation et de hiérarchisation des étrangers, à qui des droits différents sont accordés selon leur nationalité, nous avons cherché à mettre en lumière la façon dont les discours politiques, des actes législatifs et des pratiques administratives participent de la racisation du fait migratoire. C'est une piste, une proposition pour explorer ces articulations. Donc là, je vais passer un peu plus de temps sur cette partie et elle est construite en 3 points. Mais peut-être d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire? Que veut-on dire par cette expression racisation institutionnelle du fait migratoire? Cette hypothèse, elle s'ancre en premier lieu dans l'analyse des politiques migratoires. En effet, la politisation du fait migratoire depuis les années 80 est indissociable d'un processus de désignation très sélectif des immigrés et des étrangers. L'immigration a été transformée en problème social et politique majeur, mais pas toute l'immigration. Cette segmentation a fabriqué une survisibilité de certaines catégories d'immigrés qui a même été reportée sur leurs enfants nés en France, les fameux jeunes d'origine immigrée. Au point que, peu à peu, la figure de l'immigré s'est rabattue sur la seule immigration d'origine, réelle ou supposée, africaine, subsaharienne et maghrébine. 3 dynamiques sont repérables, une dynamique historique, sémantique et statistique.
Donc d'abord, la dynamique historique. La mise en place de dispositifs visant à contrôler les effectifs et la composition des populations étrangères présentes sur le sol des États-nations n'est pas nouvelle. Déjà au XIXe siècle, les pays d'émigration cherchaient à séparer le bon grain de l'ivraie. Les travaux historiques montrent combien la sélection des immigrés selon l'origine nationale est au cœur des politiques migratoires françaises. En témoigne cette recommandation du général de Gaulle au garde des Sceaux en 1945, je le cite, « Sur le plan ethnique, il convient de limiter l'afflux des Méditerranéens et des Orientaux. Sans aller jusqu'à utiliser, comme aux États-Unis, un système rigide de quotas, il est souhaitable que la priorité soit accordée aux naturalisations nordiques. » Donc, cette racisation du fait migratoire est une histoire ancienne, comme le révèlent les débats qui ont donné lieu à l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette ordonnance, elle a constitué jusqu'à la promulgation du CESEDA, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile en 2004. C'était ce code qui constituait le cadre juridique de la politique française d'immigration. Lors de la préparation de l'ordonnance de 1945, un débat a opposé Alfred Sauvy, qui était secrétaire général à la famille et à la population au ministère de la Santé publique et de la population et futur directeur de l'INED. Alfred Sauvy, lui, qui est partisan d'une immigration massive et ouverte à toutes les qualifications professionnelles. Il s'oppose à Georges Mocot, qui est alors secrétaire général du Haut Comité consultatif de la population et de la famille, et qui souhaite, lui, baser l'introduction des étrangers en France sur des critères ethniques. Chez ce dernier, un ordre de désirabilité nationale ou ethnique est déterminé en fonction duquel la proportion idéale de chaque recrutement est fixée. D'après cette échelle de désirabilité, les premiers sont les Nordiques. Les Méditerranéens sont acceptés à la condition qu'ils viennent du nord de leur pays. Et enfin arrivent les Slaves, les Polonais, les Tchécoslovaques, les Yougoslaves. La profession est un autre critère de sélection. Pour Mocot, la qualité de l'immigration se fonde sur la faible qualification professionnelle. Il est préféré des étrangers travaillant dans l'agriculture, les mines ou le bâtiment. Et finalement, ce n'est qu'au cours d'un dernier toilettage par le Conseil d'État qu'est supprimée la référence au pouvoir ministériel de sélectionner la main-d'œuvre étrangère en fonction de l'origine ethnique. Donc, il n'y a pas, dans le texte de loi, de référence à cette possibilité. Donc, dans la législation, il n'y a pas de distinction entre étrangers. Formellement, la sélection en fonction du degré d'assimilabilité des étrangers n'apparaît pas dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'origine nationale n'est pas formellement prise en compte dans l'attribution des titres de séjour. Dans ce cadre législatif qui rejette la sélection ethnique, donc a priori non raciste, c'est l'application concrète de la politique migratoire qu'il faut regarder. Et là, deux dynamiques sont repérables et révèlent une volonté de sélectionner les migrants selon des critères nationaux. D'une part, et pour reprendre la distinction opérée par Patrick Weil, si, je le cite, « si l'ordonnance empêche l'État de droit de refuser la délivrance de cartes de séjour et de travail en fonction de l'origine du demandeur, elle n'en permet pas moins à l'État acteur d'intervenir en installant par exemple des bureaux de l'ONI, l'Office national d'immigration, dans certains pays. Donc, certains pays sont priorisés pour installer des bureaux de recrutement de l'ONI. La création de l'ONI, l'Office national d'immigration, qui est l'ancêtre de l'OFII, l'Office français d'immigration et d'intégration, est chargée de sélectionner et d'acheminer les travailleurs étrangers et doit donc favoriser la venue des travailleurs les plus désirables en installant ces missions dans certains pays. D'autre part, un traitement différencié intervient également dans les modalités et les rythmes d'attribution des titres de séjour ou de travail
en fonction de la préférence pour certaines nationalités et selon les besoins du marché. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Alexis Spire. Ce rapide détour historique permet de repérer comment des dispositifs institutionnels ont permis de sélectionner l'immigration dans un cadre législatif qui, a priori, a été construit en opposition à toute intentionnalité raciste dans la gestion des candidats à l'installation en France. Cette volonté de sélectionner les migrants, elle constitue un leitmotiv et une réalité consubstantielle aux politiques migratoires. En effet, au début des années 2000, à travers les discours portant sur l'immigration choisie et l'immigration subie, réapparaît l'idée que la France pourrait choisir ses étrangers. Daniel Lochac rappelle que c'est en 2003 que Nicolas Sarkozy fait pour la première fois une distinction claire entre l'immigration choisie qui doit être favorisée et l'immigration subie qu'il s'agit de freiner. Alors l'immigration subie, ça désigne à la fois les demandeurs d'asile, mais aussi l'immigration familiale, qui recouvre les conjoints de Français, les parents d'enfants français et les personnes qui viennent au titre du regroupement familial, qui rejoignent un étranger en France. Et ce discours, qui est porté au début des années 2000 par Sarkozy, elle trouve ses prolongements autour de la mise en place de quotas migratoires par profession, qui sont prônés par Valls, ou d'objectifs annuels d'immigration, selon Emmanuel Macron, dont le Premier ministre Édouard Philippe, lors du débat sur l'immigration lancé en octobre 2019, Édouard Philippe dit ne pas avoir peur de réfléchir à l'idée de quotas en matière migratoire, en particulier dans le domaine professionnel. Tandis, parce que c'est toujours la bascule, tandis que le gouvernement cherche à restreindre le regroupement familial. Voilà pour un peu cette histoire autour de l'immigration choisie et l'immigration subie. Si on passe maintenant à la deuxième dynamique, la dynamique sémantique. La France, via l'INSEE, a choisi d'adopter une définition nationale d'immigré, qui ne correspond pas à la définition internationale des États-Unis. Selon cette dernière, est immigré toute personne née dans un autre pays que celui dans lequel elle réside. Autrement dit, et selon cette définition des Nations Unies, un Marocain qui vit en France et qui est né au Maroc est un immigré. Un Suédois qui vit en France et qui est né en Suède est également un immigré. Mais surtout, un Français qui vit en France et qui est né au Maroc est aussi un immigré. Or, l'INSEE n'utilise pas cette définition et utilise la définition suivante: est immigré toute personne née étrangère à l'étranger et qui réside dans un autre pays que son pays de naissance. Donc le né marocain reste un immigré, le né suédois aussi, mais le né français ne l'est plus. Alors que 7 millions de personnes résidant en France correspondent à la définition des Nations Unies, soit 11% de la population totale, on tombe à 5 millions avec l'INSEE, 8%. On a donc réussi, à travers ces définitions, à associer la notion d'origine aux seules personnes qui ont eu à un moment donné une origine étrangère. Alors que l'origine pourrait être rabattue sur un simple critère géographique, elle est rabattue sur un critère de nationalité. Toutefois, avec cette définition restrictive de l'INSEE, le Suédois reste un immigré, de même que tous les Européens. Autrement dit, des immigrés qui peuvent encore être étiquetés comme blancs, les Européens peuvent encore être considérés comme des immigrés. Et c'est là que, ce que je vais montrer dans la troisième dynamique, par une transformation du dénombrement des flux d'immigration permanente, on est parvenu à effacer presque tous les Européens depuis 2003. Donc, troisième dynamique, une dynamique statistique qui contribue à fabriquer une figure de l'immigré africain. Bien des ouvrages qui traitent de l'immigration
et puis sans doute nos prénotions aussi, distinguent trois grandes figures de l'immigré. L'immigré européen, plutôt associé aux années 30, 1930. L'immigré maghrébin, plutôt associé aux 30 glorieuses. Et puis l'immigré africain, plutôt associé à la période actuelle, depuis les années 1980. Alors, qu'en est-il réellement? D'abord, si l'on raisonne par stock et par continent d'origine, c'est-à-dire par les personnes qui vivent en France, cette représentation minore la part des Européens dans l'immigration, mais la minore au point de déformer la réalité dans un sens qui invisibilise une immigration européenne importante. En 1968, 75% des immigrés étaient d'origine européenne et seulement 20% d'origine africaine, Maghreb et Afrique subsaharienne. En 1999, 44% des immigrés étaient d'origine européenne et 39% d'origine africaine. Et il faut attendre la fin des années 2000 pour que les immigrations d'origine africaine représentent un peu plus que les immigrés d'origine européenne. 43% pour les immigrés d'origine africaine contre 38%. Sachant que les immigrés d'origine d'Afrique subsaharienne ne représentent que 13% des immigrés. Alors, je vous montrerai la bibliographie. Voilà, ça, on est sur la répartition des immigrés qui résident en France. Ce sont des données de 2010. En 2019, 46,5% des immigrés qui vivent en France sont nés en Afrique. Donc là, on est à 43% en 2010. 33,3% sont nés en Europe contre 37% en 2010. Donc il y a bien une diminution de la population européenne, en partie vieillissante. Les pays de naissance en 2019, les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais entre les deux, le Portugal, et puis l'Italie, la Turquie et l'Espagne. La moitié des immigrés sont originaires d'un de ces 7 pays, qui comprend 3 pays européens. Donc ça, c'est sur la répartition des immigrés qui résident en France. Maintenant, si on raisonne en flux et donc sur les entrées, et toujours par continent d'origine, l'invisibilisation de l'immigration européenne est encore plus saillante. En effet, on pouvait lire dans l'édition 2005 de l'INSEE sur les migrations, je cite, « En 2003, la plus grande partie des étrangers autorisés à résider de façon durable en France sont originaires du continent africain, 67%, notamment d'Algérie et du Maroc. Et dans ce même rapport, on découvre que seulement 9% des étrangers sont issus d'Europe et d'ex-URSS. Le problème vient ici d'une réforme fondamentale dans l'enregistrement des flux d'immigration qui a lieu en 2003. Dans les années 2000, une grande différence de traitement s'accentue entre les étrangers dits communautaires, donc européens, et ceux venant de pays dits tiers, c'est-à-dire de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Ce sont donc les ressortissants de pays tiers à l'espace économique européen et à la Confédération suisse qui sont soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour, et ce, quel que soit le motif de leur séjour en France. Donc en 2003, les ressortissants de l'espace économique européen et de la Confédération helvétique n'ont plus besoin de détenir de titre de séjour pour séjourner en France. Ils peuvent circuler, résider et travailler sans autre formalité que la possession d'un passeport. Dans la mesure où les statistiques qui concernent les flux d'immigration sont principalement d'origine administrative et donc basées sur le travail des préfectures et du ministère de l'Intérieur, les ressortissants des pays de l'Union européenne n'apparaissent plus dans les statistiques de l'immigration. Les Européens se retrouvent donc exclus du recensement des titres de séjour du fait de la loi de 2003 et puis simultanément du recensement des motifs migratoires puisque à chaque titre de séjour est associé un motif. Cette exclusion de près de la moitié des immigrants a de quoi surprendre.
puisque d'une part, la libre circulation et la libre installation des Européens ne les dispensent pas de différentes obligations spécifiques pour se maintenir en France en termes d'activité professionnelle, d'assurance maladie, de prestations sociales ou de vie familiale. De plus, le CESEDA, donc le Code des étrangers, contient toujours une partie consacrée à ces Européens, qui certes les dispensent de titres de séjour, mais ne les protège pas dans l'absolu contre un refus de séjour ou même d'expulsion. Un tiers des expulsions de France concernent des Européens communautaires, dont des Roms, en grande majorité. Et puis, c'est également en 2003 qu'il mit en place, d'abord à titre expérimental, le contrat d'accueil et d'intégration, donc devenu contrat d'intégration républicaine. Et étant donné que ce contrat doit être signé lors de l'obtention d'un premier titre de séjour, les ressortissants de l'Union européenne en sont donc exemptés puisqu'ils n'ont plus de titre de séjour. Sans discuter ici de la pertinence ou non de cette mesure sélective, il faut relever que voilà, cette sélectivité a institutionnalisé, a participé à représenter, à faire une représentation biaisée de l'immigration. Non seulement le racisme ordinaire ne voit que des Africains parmi les immigrés, mais de plus, les différentes institutions chargées de dénombrer l'immigration sont venues alimenter et légitimer ce racisme ordinaire en faisant disparaître des statistiques annuelles les immigrés européens. Donc, si on s'appuie sur les chiffres qui partent de la publication par le ministère de l'Intérieur des statistiques annuelles en matière d'immigration, d'asile et d'acquisition de la nationalité française, cette publication qui est présentée comme l'essentiel de l'immigration, on va avoir des informations sur les visas, sur l'asile, sur les titres de séjour et leurs motifs, mais toutes ces données excluent les Européens de ces modes de présentation institutionnelle. Par contre, autre source, si on se réfère à l'INSEE, on a une autre vision de l'immigration, même si les chiffres sont contradictoires et qu'il apparaît un peu difficile de s'y retrouver. Donc là, on a le pays de naissance des immigrés qui sont entrés en France. Ce sont des données de 2013 qui sont actualisées en 2018. Donc, en 2018, selon l'INSEE, 38,9% des immigrés arrivés en France en 2018 sont nés en Afrique. On est à 30% en 2013. 34,1% sont nés en Europe. On est à 46% en 2012. Donc, ça fait des grandes différences. Les immigrés arrivés en France en 2018 sont plus souvent nés au Maroc, en Algérie, en Italie, en Tunisie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Chine, en Roumanie, au Portugal. Voilà, donc là, il y aurait une évolution importante et une augmentation importante de la part des immigrés du continent africain. Or, c'est là où les choses se compliquent, une fiche de l'INSEE qui est parue en février 2019 s'intitule « En 2017, la moitié des personnes arrivées en France sont nées en Europe ». La moitié. Parmi les immigrés arrivés en France en 2017, 36% sont nés en Afrique, 35% en Europe, 18% en Asie et 11% en Amérique ou en Océanie. Bref, si les données ne corroborent pas toujours, en tout cas, elles donnent une autre image de l'immigration qui est en fait constituée en grande partie de personnes européennes. Pour conclure, je vais vous remettre la bibliographie. Quel est l'enjeu de cette dynamique institutionnelle autour de la figure de l'immigré ? On le sait, la maîtrise des flux migratoires ne concerne pas tous les immigrés, comme en témoigne par exemple la politique des visas, qui permet d'organiser légalement un contrôle sélectif de l'immigration. Et ce sont bien les étrangers issus du continent africain qui font l'objet des contrôles les plus stricts. Quand on accepte les immigrés européens et quand on contrôle les immigrés africains, on voit bien que les individus qui relèvent d'une même catégorie, immigrés, sont traités différemment. Et c'est parce que c'est l'idée que tous les immigrés ne sont pas des immigrés qui a réussi à s'imposer que cette discrimination apparaît comme légitime. Voilà, cette idée que
tous les immigrés ne sont pas des immigrés, a réussi à s'imposer. Et donc, cette différence entre immigrés européens et immigrés africains apparaît comme une discrimination légitime. On fait donc l'hypothèse que l'élimination statistique des sources du ministère de l'Intérieur des Européens dans la population immigrée, et puis le manque de lisibilité des sources issues de l'INSEE, obéit à une logique de dé-européanisation des migrants. Or, cette logique, elle vient renforcer statistiquement la prénotion selon laquelle un immigré est d'abord un Africain, puisque dès lors que l'on dé-européanise les migrants, la part du continent africain représente plus des 2/3 des flux de l'immigration. On lit donc en creux que la progression de l'immigration ne saurait se retrouver dans le nombre d'Européens qui viennent s'établir en France. Par ce mode de présentation de sources institutionnelles, la pression migratoire, elle ne peut être qu'extra-européenne, soit par le nombre de titres de séjour délivrés, soit par une estimation du nombre de sans-papiers. Autrement dit, cette pression migratoire, elle n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui s'installent réellement dans le pays, puisqu'on a vu qu'en fait, il y avait un nombre important d'Européens qui s'installent en France, mais elle a tout à voir avec l'origine des personnes étiquetées par divers mécanismes, comme les seuls redevables de l'identification d'immigrés ou de migrants. Immigration invisible, les Européens constituent une catégorie d'étrangers qui blanchit au fil du temps. Ils sont des immigrés non immigrés. Voilà pour cette tentative d'articulation justement autour des questions de racisme et des politiques migratoires. Je vous remercie. Merci Camille. Je vous demande donc de rester en liaison avec nous, puisque après le second exposé, on aura une discussion commune pour reprendre un certain nombre de choses que vous nous avez dites. Donc à tout à l'heure.